Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour cette première édition de ECF au féminin, donc Journée internationale des droits des femmes. Donc, nous accueillons deux femmes engagées, brillantes et passionnées qui ont accepté de venir préparer et présenter une thématique qui serait de manager au féminin. Est-ce que c'est un style et est-ce que, voilà, il y a quelque chose d'autre qui se cache derrière tout ce sujet? Alors, quelques mots concernant les modalités pratiques de ce webinaire. Donc, après une rapide introduction, nos deux intervenantes vont prendre la parole. Vous avez la possibilité de poser des questions dans le fil de la discussion. 10 à 15 minutes seront consacrées après les interventions pour y répondre. Et Marion, qui gère la technique derrière toute cette organisation, donc a normalement coupé les micros. Et si vous le souhaitez, c'est avec plaisir que vous pouvez activer vos caméras afin qu'on puisse voir vos visages et partager cette belle énergie. Alors, pourquoi est-ce que ECF a choisi de se positionner sur le sujet de la femme? Eh bien, déjà, c'était une volonté en interne de mettre en avant la féminisation de notre profession, de l'aider, de l'accompagner, de marquer un temps et un temps de renouveau également dans nos instances et nos instances dirigeantes, de faire une place de choix à toutes celles qui, comme moi, s'engagent au sein du syndicat. Donc, voilà la volonté et donc, nous avons eu un très bon accueil sur ce projet de la part de Lionel Canesi qui a évidemment accepté sans même hésiter sur ce besoin de revenir sur des thématiques plus féminines alors qu'on est toutes dans nos urgences et dans notre travail, mais il y a un véritable sujet. Et ça, je l'ai vraiment identifié de manière très authentique en discutant avec Aurore et avec Malika pour préparer ce webinaire. Donc, la journée de la femme, c'est quelque chose qui est célébré, la journée des droits des femmes, plutôt le 8 mars. Ça date de 1975, donc c'est l'ONU qui a, on va dire, institué cette date. C'est une journée particulière où on célèbre les avancées, où on pose des actions, où on réfléchit à la place de la femme dans la société. Et donc, c'est avec un immense plaisir que nous ouvrons aujourd'hui ce ECF au féminin, un 8 mars 2023. Et merci à toutes et à tous d'être là pour cela. Alors, concernant les dates importantes, pour revenir un petit peu sur le cheminement qui a été celui du droit des femmes dans l'histoire, en préparant cette intervention, j'ai eu une réflexion très forte qui a été la jeunesse de nos droits. Nos droits sont réels, existants et clairement identifiés par le législateur depuis très peu de temps au final dans l'histoire de l'humanité, avec des dates fortes, comme par exemple en 1900, ma chère Aurore, donc le barreau est ouvert aux femmes, donc ce n'est pas non plus très ancien, mais vous êtes quand même les premières à être montées, je pense, au créneau pour obtenir ce droit d'exercer et ce droit de plaider. En 1944, nous avons obtenu le droit de vote. En 1966, nous avons pu gérer nos biens propres et exercer une activité professionnelle sans le consentement de notre mari. En 1972, et c'est toi Aurore qui me l'a dit, nous avons eu le droit d'émettre des chèques et le principe de l'égalité de la rémunération a clairement été statué. En 1975, l'obligation de la mixité dans les établissements publics d'enseignement et l'IVG, donc un sujet que nous avons toutes bien en tête. Et donc, je me suis dit que clairement, c'était quelque chose peut-être de fragile, qu'il fallait considérer sous un autre œil malgré le rythme soutenu que nous avons toutes au sein de nos cabinets. C'est quelque chose qui mérite que l'on y consacre ce temps et je suis donc ravie aujourd'hui d'être sur cette première édition dans une thématique forte qui parle de la femme, de son rôle de manager et qu'est-ce qui se passe dans le pilotage des équipes et quels seraient les sujets qui nous retiennent encore
quelles sont les croyances, qu'est-ce que l'on trouve encore dans l'inconscient collectif qui pourrait être un frein à notre place et peut-être des autorisations qu'on ne se donne pas complètement. Donc tout ça, nous allons l'explorer, le voir et l'aborder. Alors, j'ai le plaisir donc d'être accompagnée aujourd'hui par deux grandes personnalités, deux femmes extrêmement pétillantes et engagées. Et j'accueille pour la première partie de l'intervention Aurore Boyard, qui tu vas te présenter dans quelques minutes. Mais lorsqu'on a échangé ensemble, ce qui m'est venu, c'est ton exemplarité, c'est ton parcours, c'est ta citoyenneté, c'est tout ce que tu as décidé de mettre en œuvre de manière très concrète, très percutante, avec beaucoup de force, avec un positionnement très assumé, clair et identifié. Je pense que le chemin n'a pas été facile, tu vas peut-être nous en parler. Tu t'es qualifiée d'avocate accompagnante, c'est comme ça que tu t'es définie. Et moi, je dirais que ce qui m'a touchée, c'est le sens de la justice que tu as avec toi, chevillé au corps. C'est tes actions, que ce soit au sein de la gendarmerie, que ce soit en tant qu'enseignante, en tant qu'écrivain, en tant que romancière. Tu as de multiples facettes. Donc, je suis ravie aujourd'hui que tu puisses répondre à nos premières questions concernant la place de la femme, la place du féminin aujourd'hui dans notre société. Alors, revenons à toi. Parle-nous un petit peu de toi. Est-ce que tu veux bien te présenter et nous dire pourquoi est-ce que tu as choisi cette spécialité très forte et difficile dans ton parcours professionnel? Alors, donc, je suis Aurore Boyard. Effectivement, moi, j'ai prêté serment le 5 janvier 1998, donc c'était au siècle dernier, à une époque où les femmes n'étaient pas encore majoritaires au sein du barreau. Elle n'était pas du tout. Mon numéro de TOC le dit, hein, j'ai un numéro de TOC 129, nous sommes aujourd'hui 500, donc je fais partie des plus vieux avocats du barreau de Toulon. Voilà, et il a fallu faire sa place, ça, bien évidemment. Et en plus, à l'époque, moi, j'ai choisi d'intervenir dans le droit de la famille, qui était une spécialisation, puisque la spécialisation n'existe que depuis quelques années, mais qui à l'époque était un domaine qui était clairement considéré comme bas de gamme, hein, on va dire ça, dans le droit, puisque tout le monde disait que ce qui était noble, c'était le pénal d'un côté, et puis de l'autre, le droit des affaires. Mon Dieu, le droit des affaires, c'est extraordinaire. Sauf que depuis ces dernières années, beaucoup de cabinets, notamment anglo-saxons, se mettent dans le droit de la famille parce qu'ils se rendent compte que finalement, on travaille au cœur des familles, même quand on intervient en matière commerciale, même quand on intervient en droit social. Ce qui reste, c'est l'humain quand même. Et on a prêté serment en tant qu'avocat, notamment d'humanité. Donc, mais moi, très tôt, ça, je l'ai compris. Et pourquoi ma spécialisation en droit de la famille, des personnes et du patrimoine? Parce que c'est mon activité et toutes mes autres activités tournent autour de ça, tournent autour de l'humain. Romancière, j'ai écrit 3 livres. J'ai été la première à parler du harcèlement sexuel au sein des barreaux dans ma trilogie, hein, la vocation, l'avocature, l'avocatesse. Ce qui m'a valu d'ailleurs, et c'est très amusant, enfin, un procès par un confrère qui était bien plus ancien. Donc, je dirais que la réalité a dépassé la fiction, enfin, en tout cas, a rejoint la fiction, puisque mon héroïne a sans arrêt des embûches, qui a été mon cas, hein, de toute façon, parce que quelque part, mon héroïne, Léa, c'est un peu moi. Et donc, il y a tout ce côté qui est ressorti. J'en ai parlé avec énormément d'humour, parce que c'est une comédie, parce qu'avec du recul, je me suis dit qu'il y a beaucoup de situations qui étaient finalement très drôles. Donc, voilà. Donc, romancière, membre associé de l'Académie du Var aussi, donc quelque part académicienne, et je travaille sur des procès toujours liés au droit de la famille que je vulgarise, comme le procès en séparation de George Sand ou le procès de l'île de Porquerolles, qui a vu des enfants quand même qui sont morts. Si Porquerolles aujourd'hui produit du vin, c'est parce que des enfants ont tout simplement permis d'implanter des vignes. Ils ont travaillé parfois 14 à 15 heures par jour pour ça. Donc c'est une page de notre histoire varoise qui n'est pas très belle, mais néanmoins qui est importante, puisque la loi de 1905 est sortie justement de la révolte de ces... Voilà, donc tout tourne, toutes mes activités, que ce soit gendarmerie, que ce soit, sont tournées vers les autres, vers l'humain, sur l'histoire aussi, parce que c'est important de voir d'où on vient. Et en final, aujourd'hui, on pense avoir tout inventé au niveau législatif, alors que faux, ça existait déjà à l'époque, mais les lois avaient été... on pensait que ces temps-là n'étaient plus révolus, où on exploitait les enfants, où on avait besoin de les protéger. On se rend compte qu'aujourd'hui, on est sur des sujets encore... l'histoire se répète tout simplement. Voilà. Alors,
Alors, qu'est-ce que que recoupe le droit de la famille, des personnes et du patrimoine? Il y a d'abord tout le droit civil de la famille, hein. C'est la séparation, les divorces, changement de nom, protection des personnes, curatelle, tutelle, c'est très vaste, hein. L'adoption, l'autorité parentale, les ordonnances de protection qui sont peu connues mais qui servent à protéger les familles, les aspects patrimoniaux, sur les achats, vente de biens immobiliers, donations, succession, gestion de patrimoine, c'est très vaste aussi. Et puis, ce qu'on connaît moins, le droit pénal. Droit pénal de la famille, c'est les agressions sexuelles, les viols, les violences volontaires, les abus de faiblesse, enfin tout ce qui touche tout simplement au droit de la famille. Et il s'avère que j'ai une hyper spécialisation en violence intrafamiliale, l'inceste, tout ce qui se passe à l'intérieur des familles. Et je crois qu'on a tous connu dans notre entourage des histoires familiales difficiles, que ce soit sur des violences psychologiques ou des violences physiques. Et je pense qu'aucune famille n'est épargnée. En tout cas, c'est ce que je vois, moi, de près ou de loin, que ce soit grands-parents, cousins, cousines, neveux, tout ça. Je pense que dans les familles, effectivement, la violence, malheureusement, est toujours encore là. Et moi, j'ai décidé d'accompagner, en fait, toutes ces victimes à tous les stades, c'est-à-dire même avant le dépôt de plainte et jusqu'à tout simplement leur réparation, c'est-à-dire que je les lâche au moment donné où, pour moi, elles sont réparées, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus victimes, parce que victime, ce n'est pas un statut, hein, que ça soit clair, victime, c'est une situation, mais ce n'est pas un statut, et on peut s'en sortir. J'en vois autour de moi et toutes mes victimes depuis 25 ans. Le but pour moi, c'est qu'elles se sortent finalement de cette situation de victime, et on y arrive, hein. Par contre, ça demande du temps, de l'énergie et des outils pour ça. Raison pour laquelle tu en as parlé, Nicole, tout à l'heure. Il y a des outils que j'ai créés, que j'ai mis en place grâce à des partenariats, comme notamment Safe Home, qui est un outil récent de relogement rapide des victimes de violences sécurisées. C'est très important, mais l'union fait la force, hein, dans ce domaine, hein, des violences intrafamiliales. Tout seul, on n'y arrive pas. Il faut véritablement avoir beaucoup de personnes qui sont investies. Il y a à peu près 14 professions différentes qui interviennent, hein, dans les violences intrafamiliales. Donc, c'est important. Donc, tu as Alors, créé du lien. oui, ça crée du autour lien de de tout toute ça. façon. Seul, on n'y arrive pas, hein, que ça soit clair. Alors, j'interviens aussi parfois pour des auteurs, entre guillemets, dans des conditions particulières, puisque, bon, on a le choix. Ça, peu de personnes le savent, mais en tant qu'avocat, on peut choisir nos dossiers. Moi, j'accepte d'intervenir pour des mises en cause, des personnes qui sont mises en cause, hein, lorsque j'estime, après étude du dossier, que soit ils sont innocents. Ça, c'est important pour moi parce que c'est vrai, il existe des personnes qui sont innocentes, qui sont condamnées en France ou qui sont poursuivies. Donc, moi, j'estime que je dois pouvoir, hein, maîtrisant ces sujets-là, les assister, les aider, ou que les circonstances de la commission des faits ne vont pas aller contre ma vocation à défendre les victimes et à aller dans le sens de protection des victimes. Donc, ça reste cohérent avec ce que tu as choisi de défendre et de réparer et d'accompagner. Voilà. Ah, complètement, oui. Sinon, je ne peux pas, hein. Je veux dire, on ne peut pas, pour moi, à mon sens, mais c'est moi personnellement, parce qu'effectivement, tout le monde a droit à être défendu et je ne critique absolument pas les confrères qui défendent des auteurs, pas du tout. Mais c'est ma position, c'est le choix que j'ai fait, moi, et que j'assume parfaitement. Alors, pourquoi cette spécialité de la famille, des personnes et du patrimoine? Comme je l'ai dit, bon, moi, j'ai été confrontée enfant, hein, à des violences physiques et psychologiques, hein, dans le cadre de mon entourage. Donc, c'est quelque chose qui m'a profondément marquée. Et j'ai décidé, lorsque je serai adulte, d'exercer un métier qui permettrait de protéger les enfants. Parce que ce qui me touche beaucoup, c'est les enfants aussi. Alors, devenue avocate, j'ai compris une chose, c'est que pour protéger les enfants, il fallait agir sur les parents. Tout simplement. C'est la raison pour laquelle j'interviens et j'accompagne toutes les victimes. Et j'interviens depuis plus de 20 ans, hein, 25 ans d'exercice professionnel, hein, au 5 janvier 2023. Donc, ça commence à dater, mais je vois que le chantier est toujours aussi grand et important. Voilà. Très bien. Alors, est-ce que, donc, au travers de tes multiples expériences extrêmement intenses, hein, ce que tu décris, j'imagine que tu es toujours dans l'urgence et toujours dans des situations qui émotionnellement sont extrêmement fortes. Quelle est, selon toi, la place de la femme dans le paysage professionnel aujourd'hui? Tu côtoies beaucoup de professions, tu nous côtoies aussi, tu côtoies des experts comptables. Quelle idée tu t'en fais aujourd'hui au travers de tout ton parcours? Est-ce que tu sens un changement? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Alors oui, il y a un changement, bien sûr, heureusement d'ailleurs, mais parce qu'un changement qui a été un peu subi quelque part. Vous savez qu'au barreau, quand on intègre le barreau, il y a le concours d'éloquence. Et à l'époque, moi, j'ai toujours été très impertinente, hein, ça continue encore. J'avais choisi comme thème robe sur robe ne vaut, parce qu'il y avait quand même un adage, hein, chez les avocats qui disait
qu'une femme ne pouvait pas être avocat. Robe sur robe ne vaut. Voilà. Et donc, on était en plein débat législatif et d'adoption de la loi sur la parité. Et j'avais expliqué avec beaucoup d'insolence, et j'étais lauréate de la conférence du stage, donc quand même, ces messieurs avaient de l'humour, que finalement, on n'avait pas besoin d'eux, que s'ils instauraient la parité, c'était pour les protéger, eux, dans l'avenir, parce que les femmes, à partir du moment où elles décidaient de se saisir d'un sujet, elles allaient jusqu'au bout, et qu'il y a des professions où les femmes seraient plus que majoritaires dans les années qui allaient suivre. Et je ne me suis pas trompée, puisqu'aujourd'hui, la magistrature, c'est une majorité de femmes, mais écrasant. Je crois qu'on doit être à peu près à 80% de femmes dans la magistrature. L'avocature, on est à 54%, donc bon, nous, il faut qu'on augmente encore un peu. Voilà. Et c'est vrai que j'entends aujourd'hui dire de certaines personnes, parce que maintenant, il y a beaucoup de femmes dans la magistrature, donc forcément, il y a des compositions qui sont exclusivement féminines, que ce soit en juge unique ou que ce soit même en collégial. Et il y en a qui disent, avec des chagrins, qui disent oui, mais quand même, c'est pas normal. Maintenant, on est jugé que par des femmes, ça pose un problème. Mais attendez, pendant des siècles, c'était jugé par des hommes et ça n'a pas posé de problème à quiconque. Voilà, donc bon, à un moment donné, je crois que les femmes, on est quand même calibrées, on est intelligentes aussi, on a un cerveau, on sait le faire fonctionner. Et donc, quand j'entends ça, je me dis, mais il y a quand même un problème. Voilà, non, on ne voit pas pourquoi, parce que les hommes seraient jugés par des femmes, ça poserait problème. Nous, les femmes, on a été jugées très longtemps par des hommes et a priori, ça posait de problème à personne. Bon, alors ça en a quand même posé à un moment donné parce qu'on s'est interrogé sur la place de la femme, mais ce qui est malheureux, c'est qu'il a fallu des lois pour qu'on en arrive à la parité dans certaines professions, alors que c'était quelque chose, on est des humains à la base, hein, donc voilà, c'est quand même un peu malheureux. Et je trouve quand même, malheureusement, que la majorité des femmes restent encore cantonnées dans des rôles subalternes et que pour les femmes qui sont parvenues à des postes importants au niveau national, moi je trouve que rares sont celles qui ont vraiment les coups des franches pour mettre en place leur vision en fait. Il y a toujours quelque part des hommes qui sont là, qui ne sont pas forcément d'accord et on sent quand même ce poids aussi même culturel hein, que l'on a de la présence des hommes et du fait qu'il y a des choses que parce qu'on est une femme, on ne devrait pas pouvoir faire. Moi, je trouve ça un petit peu dommage. Et puis, ce que je trouve aussi, c'est qu'il y a beaucoup de solidarité masculine et moins de solidarité féminine. Ça, je trouve quand même que nous, les femmes, on est moins solidaires. Donc, c'est dommage. Hein, on doit pouvoir être véritablement solidaires entre nous. Moi, je pense qu'il faut le faire. Et puis, j'ai aussi le sentiment qu'on attend beaucoup plus souvent d'une femme qu'elle ait moins le droit à l'erreur que les hommes. C'est-à-dire que nous, on ne nous loupe pas au tournant. Hein. Voilà, c'est un peu ce sentiment que j'ai encore de ce qui reste là. Et c'est vrai que c'est dommage. Je trouve qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Et j'aime bien rappeler, c'est une taquinerie par rapport à mon barreau, mais quand même le faire. Hein, le barreau de Toulon est un barreau qui a mis 200 ans avant d'élire une bâtonnière. Alors là où tous les barreaux de France avaient déjà élu des bâtonnières depuis longtemps, notamment le barreau de Paris, hein, puisque à l'époque où j'ai prêté serment, il y avait Dominique de la Garandrie, donc c'était en 98, hein, qui était bâtonnière de Paris. À Toulon, il a fallu attendre quand même 2022. Je crois qu'on a été le dernier barreau de France à élire une femme au bâtonnat, ce qui est un signe quand même quelque part pour moi du fait que ce n'est pas si évident que ça encore. Voilà. Okay. Alors, aujourd'hui, quels sont les sujets encore sensibles que tu rencontres dans l'accompagnement on va dire, de tes clients, ou en tout cas des personnes que tu aides dans une réinsertion, dans une réparation? Qu'est-ce que tu rencontres comme obstacle pour qu'elles puissent reprendre le chemin d'une vie professionnelle apaisée, avec de l'ambition, de l'épanouissement? Et qu'est-ce que nous, experts comptables, on pourrait faire aussi pour aider à ce retour à une vie sociale reconnue, paisible et assumée? Alors, le premier obstacle, de toute façon, il est quand même culturel. Et puis, il est cette pression qu'on a depuis des siècles et des siècles, tout simplement, que quand on est une femme, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et j'ai été très surprise parce que, bon, moi, j'ai des enfants, j'ai un grand hein, qui va avoir bientôt 30 ans. Voilà. Et un jour, je lui pose la question, il y a quelques années, je lui dis, écoute, mon chéri, moi, j'adore votre génération parce que pour moi, je trouve que vous n'avez pas cette difficulté que vont avoir les gens de notre génération du rapport au salaire. C'est-à-dire qu'une femme si votre femme, elle gagne plus que vous, ça ne vous posera pas de difficulté. Moi, j'avais ce sentiment-là. Et il me dit, lui, ça ne lui pose aucun problème. Et puis,
quand même, ça l'a interpellé. Donc, il a interrogé un peu ses copains. Et quelques jours après, il est revenu vers moi et puis il m'a dit, mais tu sais, maman, en fait, je me suis rendu compte que je suis quasiment le seul à qui ça pose pas de problème. Donc, on a cette jeunesse quand même encore pour lesquelles, je suis désolée, même chez les jeunes de 25-30 ans et plus jeunes aussi, apparemment, ça pose problème qu'une femme gagne plus que son conjoint. Alors ça, déjà, je suis un peu tombée de ma chaise. Je me suis dit, mince, moi qui n'ai pas élevé mes enfants comme ça, je me dis, c'est un peu dommage. Voilà, il y a aussi les jeunes femmes. Quand je discute avec des jeunes femmes, ou même encore des femmes de ma génération ou plus jeunes, elles s'autocensurent parfois sur certaines choses. Il y a des choses qu'elles n'osent pas faire. On les sent un petit peu bridées, un petit peu timides. Et ça, je trouve ça dommage. Ou des fois, elles me disent, mais non, tu comprends ça, je suis une femme, c'est pas la place d'une femme, c'est pas le rôle d'une femme. Si, on est manager au féminin déjà au niveau de la famille, on l'a été pendant longtemps, s'occuper des enfants, gérer pas mal de choses, puis on gère nos carrières et les enfants. On est les exemples toutes de ce qu'on peut parfaitement avoir une vie de famille, élever des enfants et en même temps avoir une vie professionnelle dynamique et efficace. Mais je trouve que chez les jeunes, les droits des femmes régressent beaucoup. Ça, c'est une constatation que j'ai. Alors, pourtant, cette liberté, elle a été chèrement acquise. Elle est récente, comme tu as rappelé tout à l'heure. Il ne faut pas qu'on perde de vue. Et je pense qu'il y a un gros, gros travail à faire encore auprès de cette jeunesse. Parce que malheureusement, c'est un vrai souci. L'accompagnement des victimes, clairement, puisque c'est la question que tu m'as posée, tous, on doit y participer. Et je pense qu'au niveau des experts comptables, vous avez des compétences que nous, on n'a pas. Vous avez toute cette compétence qui est sur tout ce qui est comptable, sur tout ce qui est aussi, et je pense que vous pouvez accompagner les victimes sur le plan comptable et sur le plan entrepreneurial aussi. Parce que ces femmes qui se retrouvent, par exemple, seules, avec des enfants en bas âge, ça va être compliqué parfois de trouver un emploi salarié. En revanche, elles ont toutes des compétences et elles peuvent très bien développer une activité d'entrepreneur. Donc ça, moi, je pense que ça serait bien que les experts comptables puissent les accompagner dans ce chemin, aux côtés d'associations, aux côtés d'autres professionnels, comme nous, les avocats, bien évidemment, pour leur mettre le pied à l'étrier pour qu'elles puissent reprendre une activité. Et puis, il y a aussi toutes ces femmes qui, pendant des années, n'ont pas géré un budget parce qu'elles étaient sous l'emprise de leur mari ou parce qu'on l'a tellement répété qu'elles étaient bonnes à rien, à part s'occuper des enfants, qui ne savent plus vraiment gérer un budget. Et je pense que là aussi, vous pouvez faire quelque chose pour les aider, notamment sur des prêts, sur des choses comme ça, pour rétablir un équilibre au niveau budget, et puis pour également les aider sur tous ces plans-là. Évidemment, un accompagnement, je pense qu'on pourrait œuvrer dans ce sens-là, tous, ça serait bien, je trouve, franchement. Et puis, ce que je vois encore comme sujet sensible, parce que c'était aussi une des questions qui m'était, c'est que moi, je trouve quand même, et je le vois dans le cadre de mon métier au niveau de l'avocature, la place des femmes, c'est toujours un sujet. C'est toujours un sujet, notamment en matière pénale. On est rarement considéré comme l'égal de ces messieurs, ce que je trouve un petit peu dommage. Il y a de très, très bonnes avocates au pénal, ça c'est clair. Et puis, je trouve que globalement, de toute façon, dans cette société, malheureusement, on doit toujours faire nos preuves encore. Ce qui est un petit peu dommage, alors qu'on a tous les mêmes diplômes, et puis on est tous différents. Alors moi, je voudrais terminer quand même sur une petite note. J'aime bien Jung. Voilà, donc c'est la pensée positive, la psychologie positive, parce que finalement, ce qu'on vit aujourd'hui et ce que je trouve extrêmement dommage, c'est un petit peu une guerre des sexes avec MeToo. Ça, on le voit bien, les rapports changent. Beaucoup d'hommes m'en parlent, énormément d'hommes, de jeunes hommes aussi m'en parlent. Et notamment les lycéens, les ados se posent aussi des questions sur tout ça. Donc moi, je dis qu'on n'est pas du tout sur une guerre homme-femme, absolument pas. On est sur un combat de société pour que nous appliquions tous les mêmes règles, quel que soit le sexe. On est des hommes et des femmes avant tout, on est de l'humain avec un grand H. C'est le respect d'abord, c'est l'écoute, c'est la bienveillance et c'est l'humour. Alors, Jung, il nous dit quoi? Il nous dit, s'agissant des hommes avec un grand H, que chacun voit l'autre à travers sa propre constitution psychique, bien évidemment. Ce qui fait qu'on attend de l'autre qu'il soit comme nous, en réalité, tout simplement. Donc, on le voit à travers notre prisme à nous. Ben non, c'est pas bon. Faut pas bon. Nous sommes tous différents. On est tous contraints en plus. C'est une obligation de vivre tous ensemble, parce que voilà. Donc, il faut apprendre à adopter un minimum de règles de base et à nous respecter tous en tant qu'êtres humains. Voilà. Donc, ce que je constate, c'est que la société est de plus en plus violente. Donc, à nous de faire en sorte qu'elle ne soit pas. On doit s'écouter beaucoup plus.
On doit aussi accepter d'être frustré parce que malheureusement, le rythme dans lequel on vit, même le rythme professionnel, fait que souvent, on vit à 100 à l'heure, on ne pose plus tellement de questions, puis on a l'habitude finalement à voir les choses tout de suite. Ben non, il faut aussi accepter un petit peu d'être frustré et de prendre le temps, comme on fait ce matin. Merci d'ailleurs, hein. Le temps de se connaître, le temps de s'écouter, le temps d'échanger, l'accepter aussi qu'on ne soit pas forcément d'accord. On peut tous ne pas être d'accord. Voilà. Et donc, on doit vraiment tous travailler là-dessus, et en particulier d'abord dans le monde judiciaire, qui est de plus en plus violent, mis à mal par le manque de moyens, oui, mais pas que ça, parce que je pense qu'on oublie. On n'a jamais autant parlé d'humain, de bien-être au travail, mais je pense qu'on l'oublie aussi régulièrement. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Aurore, pour ce témoignage très fort. On a entendu donc le message qui nous était lancé pour notre partie expertise comptable et notre capacité à accompagner des situations positives de retour dans la vie économique ou d'appréhension des schémas économiques de nos territoires. Et on aura l'occasion de se revoir sur ce sujet. Alors, sans tarder, et puisque tu m'as fait la liaison avec la dernière partie de ton intervention, pardon, eh bien, donc je vous présente Malika Idri, donc, qui est maître praticienne en coaching des individus, équipe et organisation. Elle a eu une première vie professionnelle dans le monde économique et dans l'entreprise avant de se passionner, puisque c'est comme ça qu'elle le vit et que j'en témoigne. Elle s'est passionnée pour l'humain, pour tout ce qui se joue de beaucoup plus intérieur et qui est en lien donc avec l'autre, avec la relation à l'autre, et donc cette notion de management qui est si prégnante dans nos cabinets, puisque nos difficultés aujourd'hui sont bien là, et sont bien à stabiliser une équipe, à faire en sorte que la température en cabine, dans nos cabinets, soit celle qui permet à tout le monde de s'épanouir, de se retrouver et d'avancer professionnellement dans de bonnes conditions. Et ce rôle de manager-coach, on en parle de partout tellement. Et qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Eh bien, Malika a des clés et elle a énormément de choses à nous dire en lien avec ce que Aurore donc vient de terminer. Merci à toi, Aurore. Et bonjour, Malika. Je te laisse te présenter avant que je puisse t'interviewer également. Merci Nicole. Je voulais juste remercier Aurore. J'ai trouvé ton intervention vraiment très touchante. Déjà que tu fasses le lien avec ton histoire et puis tout le parcours que, à titre personnel, tu as réalisé, la manière dont tu as pu aider le changement de l'image des femmes, de leur place concrètement. Je trouve ça très, très symbolique, très beau. Et je voulais vraiment te dire bravo et merci pour cette exemplarité. Voilà. Effectivement, Nicole, moi, je suis aujourd'hui coach professionnel, donc j'interviens principalement dans les organisations. Et ça me demande, pour accompagner une organisation, de aussi être capable d'accompagner l'individu et les équipes. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur l'accompagnement de toute la chaîne, puisque c'est un système et que chaque composante du système va être importante à accompagner. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire que j'interviens en tant que femme, en tant que personne, en tant que coach, mais aussi avec deux autres casquettes, je pense, qui sont importantes d'éclairer, qui vont donner un petit peu ma couleur et les partis pris que je vais faire, les choix que je vais faire. Aurore l'a bien expliqué, on va raconter le monde à travers notre regard. Et notre regard, il s'est construit à partir de notre vie et de notre histoire. Et donc, moi, je vais juste témoigner de mon regard. L'idée, c'est surtout pas de chercher à amener mes vérités, mais juste de poser des points de vue et peut-être de donner des éléments théoriques qui vont permettre à chacun, j'ai vu qu'on était une petite cinquantaine ou une grosse cinquantaine, ça dépend comment on veut voir les choses, mais que chacun puisse décider de construire son propre regard sur ces sujets-là. Je trouve que c'est ça qui est important, c'est-à-dire de donner la possibilité à chacun d'être libre. Et donc, évidemment, une casquette de thérapeute. Et cette casquette de thérapeute, elle va apporter l'éclairage sur comment se construit l'individu, quel regard il porte sur lui, comment il évolue, comment il change, comment, à des moments donnés, il y a des biais cognitifs intériorisés, des modèles qui sont intégrés, qui ne sont pas toujours conscients, qui vont faire qu'on va porter un regard qui va être au final un petit peu conditionné et pas totalement libre et pas forcément choisi. Et ça, je trouve que c'est important, autant pour les femmes que pour les hommes. Et je réintégrerai la notion de la place des hommes dans tout ça. Je crois que c'est important qu'on se rende compte de ça. Donc, ce parcours de coach, ce regard de thérapeute, puis depuis
plus de 10 ans, mais je suis présidente d'une fondation qui lutte contre l'exclusion pour l'égalité dans tous les domaines, hommes-femmes, mais vraiment sur les territoires, les niveaux sociaux et autres. Et donc, j'ai envie aussi de témoigner avec cette casquette de présidente de cette fondation, où c'est des entrepreneurs du territoire qui accompagnent la croissance du territoire, les publics, les difficultés et qui changent le monde, chacun goutte à goutte avec ce qu'ils peuvent. Voilà ce que je peux poser en introduction, Nicole, et je suis ravie de faire ça avec toi. Si c'est comme bien, chacune des actions que tu mènes m'intéresse et me stimule. Merci beaucoup, Malika, pour cette présentation. Alors, je voulais qu'on revienne très rapidement sur les fondamentaux du management. Le management, ça devient une valise. Chacun y embarque ce qu'il veut. Chacun s'autoproclame manager. Je voulais que tu remettes un petit peu de cadre et une définition qui serait la tienne pour qu'on parte sur de bonnes bases avant de parler un petit peu des enjeux et de ce qui se joue aujourd'hui dans nos organisations et au sein de nos équipes. Qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression de perdre les signaux forts, que les choses nous échappent et que dans le cockpit, c'est un peu la panique et qu'on est mis devant des faits accomplis avec des démissions, du mal-être, des tas de situations qui viennent se rajouter à une charge déjà de travail extrêmement forte dans nos cabinets. Et puis, on placera le féminin dans tout ça et ce plafond de verre dont tu m'as parlé. Oui, merci. Il y a des dizaines et des dizaines de définitions. Il n'y en a pas de juste, de fausse. Elles sont évidemment, on est dans le monde de l'humain, elles sont systématiquement approximatives. Mais déjà, je trouve que ce qui est bien, c'est de distinguer la notion du manager de celle du dirigeant, de celle du leader. C'est-à-dire qu'on a des notions quelquefois qui sont utilisées, qui s'entremêlent et qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Le manager va être en charge d'une équipe au sein d'une organisation. Quelquefois, s'il est aussi dirigeant, on verra que la question de la vision, de la stratégie va lui incomber. Mais si vraiment on prend le poste de manager dans une organisation, son rôle principal, ça va être le lien, la courroie de transmission entre le haut et le bas, c'est-à-dire entre l'organe, quelle que soit la taille de l'entreprise, qui va déterminer la vision, la stratégie, qui va donner les caps, qui va donner le cadre en fait. Et donc, un de ses premiers rôles, ça va être de s'approprier l'univers de sa dirigeance, quelle que soit sa forme. Et là, déjà, on va voir que se l'approprier, ça veut dire aussi y adhérer quelque part. Et quand on n'adhère pas à cet endroit-là, du coup, pour la deuxième partie, qui est vraiment d'être la courroie de transmission, de faire le lien et d'embarquer son équipe dans le sens qui aura été donné par la dirigeance, il peut y avoir déjà une première question à se poser. C'est-à-dire, dans quelle mesure, moi, manager, j'ai la capacité de connaître, de comprendre, d'adhérer à cette vision qui a été fixée par ma dirigeance. Et ensuite, comment, avec qui je suis, et c'est toujours le avec qui je suis qui sera important pour moi de détailler aujourd'hui, tout le temps, comment j'accompagne mon équipe pour transmettre, expliquer, piloter, et il y a peut-être quelques qualités managériales là qui vont être nécessaires, c'est de organiser, anticiper les choses pour que les objectifs, le cap, l'atteinte des résultats se fassent. Ça va demander d'avoir des capacités de communication qui sont fortes avec les dirigeants pour qu'ils puissent faire des réajustements quelquefois parce que leur stratégie peut être créée sans avoir toujours les tenants et les aboutissants du terrain. Donc, il va avoir un rôle comme ça hyper important de connecter le rêve, c'est-à-dire le rôle du dirigeant, c'est vraiment de rêver, de s'élever par rapport au terrain et de fixer des caps qui soient ambitieux, qui fassent rêver et qui permettent vraiment de transformer et de décoller. Et puis, le terrain, où là, le rôle, ça va être de dire clairement les moyens, la formation, la compétence, les qualités, l'envie. Et donc, de tout le temps être en espèce de ressort, où moi j'aime bien l'image du yo-yo, tu sais qu'on a utilisé beaucoup l'image du yo-yo managérial, entre le haut et le bas. Donc, ça demande beaucoup d'ouverture, ça demande d'avoir des qualités de communication, ça demande d'être capable à la fois d'autorité, de souplesse, de délégation et de compétences quelquefois techniques. Et donc, c'est un métier qui est extrêmement relationnel. Ce que j'ai pu observer dans votre profession, dans les cabinets que j'ai accompagnés, je trouve qu'il y a un biais dont je t'avais parlé, mais je te le redonne aujourd'hui, qui est important de regarder, c'est-à-dire qu'un collaborateur comptable qui a des résultats satisfaisants, qui a de grandes compétences, qui a de belles qualités et qui va comme ça
être identifié par la dirigeance, on va avoir à un moment donné envie de lui donner une promotion. Et très souvent, la promotion qu'on va lui proposer, c'est de devenir manager. Et en fait, c'est un biais parce que, c'est pas parce qu'il a été bon comme collaborateur qu'il sera bon manager tout de suite. C'est pas parce qu'il a été bon collaborateur que le métier de manager l'intéresse, qu'il a des appétences pour ça et qu'il va aussi être un bon manager. Et être un bon collaborateur comptable et être un bon manager, c'est pas les mêmes qualités. Ça s'accompagne. Manager, c'est un métier. Et du coup, je trouve que ce biais-là, c'est qu'à vouloir poser des bonnes intentions, à vouloir faire plaisir, à vouloir valoriser un collaborateur et le remercier pour tout un parcours, mais quelquefois, on se tire une balle dans le pied. Et pareil, pour le collaborateur, on le met en difficulté. Et on se retrouve dans des situations où il y a des personnes qui ont excellé pendant des années et qui, d'un coup, perdent de sens, perte d'estime de soi, perte de résultats et autres. Voilà. Ça, c'est un sujet que je te pose parce que je l'ai vu souvent et que je pense qu'il est important de le réfléchir pour chacun sur est-ce qu'il y a des alternatives, comment on passe du collaborateur au manager, est-ce que tout le monde peut le faire. En tout cas, c'est important que ça parte d'un choix conscient de qu'est-ce que ça va engendrer comme gap, comme nouvelle mission. Et il y a des personnes que ça va mettre très en difficulté parce que certaines qualités managériales nécessaires, capacité à poser des limites, à dire non, à faire du feedback constructif mais négatif quand ça ne va pas, c'est des choses qui peuvent émotionnellement être très difficiles pour des dirigeants et pour des managers. Voilà. En résumé, tu nous dis que parfois, à vouloir valoriser ou à confier une équipe à un collaborateur qui pourtant est très légitime sur le plan technique peut devenir un véritable cadeau empoisonné. Ça peut se retourner contre le système et que ça peut créer d'énormes problèmes relationnels au sein des équipes au point de mettre en difficulté toute la stratégie qu'on avait imaginée comme étant une récompense et une reconnaissance. On est d'accord? Oui. Donc, ça demande un accompagnement. Ça demande un accompagnement et de valider les compétences qu'a le collaborateur à exercer et à exceller sur le terrain de la relation. C'est ça? Absolument. Ce qui veut dire que dans ces cas-là, on a quand même la piste de l'expert et celui du manager, mais on a quand même ces deux pistes-là. Et donc, de bien explorer celle qui va être la plus naturelle pour le collaborateur et qui va lui donner la possibilité de continuer à faire son déploiement, son épanouissement. Et ça demande un temps de réflexion et de construction avec le collaborateur. OK, très bien. Merci pour ça. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'attentes différentes dans les équipes ou dans le management par rapport à ce qui se jouait il y a une vingtaine d'années pour rassurer tous ceux et toutes celles qui nous écoutent et surtout, quelle touche féminine y aurait-il? Quelle particularité, hormis les limites que l'on s'impose et que tu ressens et que Aurore a exprimé dans son témoignage, qu'est-ce qui fait que nous-mêmes, on y va ou pas avec tout notre déploiement, en ouvrant nos ailes et en étant tout à fait alignés sur le sujet? Merci Nicole. Juste un petit préalable pour qu'on puisse savoir d'où on parle. Donc, je vous ai décrit la position de manager. Peut-être juste se dire que quand on est dirigeant, et c'est ton cas d'un cabinet, en plus de tout ça, on a la question du pilotage économique, on a la question de décliner la vision, on a la question à un moment donné de se positionner comme un entrepreneur, ce qui va nécessiter de nouvelles qualités, de prise de risque, quelquefois à titre personnel, sur nos deniers personnels, qui ne sont pas tout à fait les mêmes que celles du manager. Et je le pose juste comme ça pour dire on n'est pas au même endroit. Et là, on est vraiment aujourd'hui sur la question du management. Et je crois que celle du management et celle de l'entrepreneuriat peuvent se traiter différemment, même s'il y a beaucoup de ressemblances. Et le troisième volet, c'est celle du leadership. Et juste qu'on se dise que le leadership, c'est pas quelque chose qu'on décrète. Un manager, c'est un statut, c'est un métier, c'est un cadre, il va y avoir une fiche de mission. Le leadership, c'est quelque chose qui nous est donné par les autres. C'est-à-dire, c'est un certain nombre de qualités, moi que je compte au nombre de 8, mais qu'importe, qui vont faire que les autres nous reconnaissent comme manager. Et là, ça change tout. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a une capacité d'avoir conscience de soi, de nos qualités et de nos faiblesses et de se sentir digne avec tout ça. Ça veut dire qu'on a aussi la capacité d'avoir une vision sur le moyen terme, voire sur le long terme. Ça va être du leadership. On va avoir des qualités pour partager cette vision, la communiquer et faire adhérer les autres, leur donner envie, les faire rêver, montrer que tout ça, c'est possible. On va avoir aussi dans le leadership des appétences, des compétences à développer une maturité d'équipe, de l'autonomie, à faire en sorte que notre équipe, elle puisse mûrir et
à regarder nos collaborateurs comme des personnes qui ont des potentiels, qui ont des capacités. Il va y avoir aussi toute cette capacité à accompagner une transformation, puisque pour partir d'un point A à un point B, il va y avoir tout un parcours à faire d'accompagnement, un parcours de développement de compétences, un parcours de changement de culture, ce qui veut dire que, comme l'a expliqué tout à l'heure Aurore, décider quelles sont nos valeurs et dans quelle hiérarchie on les met. Quelquefois, en faisant une transformation, mais elles vont bouger, ces valeurs, elles vont plus être dans le même ordre et elles vont à un moment donné être amenées à évoluer et c'est important de voir comment on les incarne au quotidien. De s'empouvoirer, ça veut dire qu'à un moment donné, les questions, et on verra pour le management au féminin, mais de décider, de gérer les conflits, de faire de la régulation relationnelle, tout ça, ça va être des qualités qui vont être importantes. Et puis, nos capacités de valoriser, d'encourager, de soutenir et de porter un regard. Je ne sais pas si vous connaissez la théorie des points forts ou l'effet Pygmalion, mais le leader, lui, il va voir chez l'autre tout de suite ses qualités, ses capacités, les possibilités qu'il développe, plutôt que de regarder ses manques, ses freins et les endroits où il ne va pas être bon. C'est-à-dire qu'il tout de suite, en portant le regard sur l'autre, il va savoir le positionner à l'endroit où il va être excellent. Puisqu'on était dans les citations tout à l'heure, Aurore, j'en donne une. C'est vrai que j'aime bien cette citation qui dit que si vous demandez, si vous estimez, si vous évaluez les qualités du poisson sur sa capacité de grimper à un arbre, alors il va se sentir ridicule. C'est Einstein. Ça veut dire qu'à un moment donné, le collaborateur bien positionné en fonction de ses appétences et de ses qualités au bon endroit va pouvoir exceller. Le même collaborateur positionné dans un écosystème, un environnement qui ne lui convient pas, va pouvoir même décroître en termes de qualité, de compétences et de potentiel. Voilà, je voulais poser ça. Et puis, du coup, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde au moins 4 dimensions. C'est-à-dire, si on se pose la question de la différence entre les hommes et les femmes au point de vue physiologique, d'un point de vue strictement physiologique, ça c'est la première dimension, on est différents. On n'a pas le même sexe et donc les mêmes hormones. On n'est pas constitué de la même manière, on ne vieillit pas de la même manière. Nous enfantons, les hommes n'enfantent pas. Ça veut dire que très physiologiquement, il y a une différence évidente entre les hommes et les femmes. Et ça, c'est important de le noter, qu'au point de vue physiologique, il y a cette différence. On ne peut pas la contester, elle existe. Après, si on regarde la dimension psychologique des hommes et des femmes, il y a des écarts qui sont liés au physiologique, qui sont liés à l'éducation, qui sont liés aux époques. Et ça, c'est la troisième dimension. Ça veut dire que la dimension psychologique des femmes ne sera pas la même. Et on va voir pourquoi, et on va voir si c'est une fatalité ou si ça ne l'est pas, mais en tout cas, il y a une dimension psychologique de la femme du fait de son histoire, de ce qu'elle vit, de ce qu'elle traverse, du moment où elle arrive au monde, qui n'est pas la même. Donc, quand on a vu le physiologique et le psychologique, on peut regarder la dimension sociétale. Tu as donné plein de chiffres sur l'évolution de la société. Ce n'est pas la même chose de naître au sens de la naissance, dans une époque et dans une autre, d'arriver dans une famille où l'économique est plutôt très confortable, où il y a du manque. C'est pas la même chose en termes de culturel selon le pays où je vais naître, selon la religion que je vais avoir dans ma famille, selon la place de la femme dans certaines communautés familiales. Et je crois que c'est important de discerner ces plans. Parce que si on les mélange, en fait, on va commencer à faire des confusions qui ne vont pas permettre de s'accorder, alors que selon le plan où on regarde les choses, on verra qu'en fait, les choses, elles sont très accordables. Il y a une différence entre les hommes et les femmes, oui. Il y a une psychologie qui est construite différemment. Est-ce qu'on est différent au départ? Là-dessus, je ne crois pas. Il y a du sociétal qui s'intègre et la construction de l'homme et de la femme en fonction du sociétal ne va pas être le même. Et il y a le politique. On a parlé des femmes et tu as donné des dates hyper importantes, Nicole. Ce qui serait important aussi de rappeler, c'est que les hommes ont un congé parental depuis très peu de temps. Et donc, prendre leur place de père, mais c'est important de regarder de l'autre côté, prendre notre place de père en tant qu'homme, quand le politique va venir légiférer en disant oui, je donne du temps à des hommes pour qu'ils puissent prendre un congé parental, rester auprès de leurs enfants, de leurs femmes dans ce moment de vie, je pense que c'est important de regarder ça. Et du coup, ça nous ramène à un débat plus large, c'est-à-dire que autant légiférer pour les femmes, c'est important, mais peut-être que légiférer pour que les hommes aient des autorisations légales de prendre d'autres formes de place peut être aussi une piste pour aller dans un monde où effectivement, outre le physiologique, les autres aspects de notre construction identitaire puissent se faire différemment. Donc, je voulais poser ça en préalable. Et puis,
du coup, ça nous montre bien que tous ces étages, ils sont interdépendants. Ça veut dire que le politique qui va, à un moment donné, légiférer, va amener des changements sociétaux, des changements culturels. Et ces changements culturels vont impacter sur la psychologie de l'individu, la psychologie du manager. Toutes les lois dont tu parles, Aurore, sur le harcèlement sont hyper importantes. Ça veut dire que ça impacte et ça a posé des limites sur des comportements masculins qui étaient tout à fait admis et par les femmes et par les hommes à une certaine époque, et qu'à un moment donné, on a considéré comme n'étant plus dans les règles. Et c'est important de regarder ça, parce que le nombre de fois, et je pense que j'ai à cœur d'être juste dans mon regard, selon mes propres critères évidemment, et peut-être que ma justesse ne sera pas la vôtre, mais le nombre de fois où des femmes ou des hommes ont eu des comportements qu'ils jugeaient, eux, être vraiment anodins et qui, du coup, avaient des conséquences importantes d'un point de vue légal, d'un point de vue psychologique sur l'autre, je pense que c'est important d'éclairer cette partie-là. Voilà, donc du coup, je crois qu'une fois qu'on a fait la distinction entre le manager, le leader, le dirigeant, qu'on a regardé qu'il y a quand même 4 niveaux où on peut regarder les hommes et les femmes, et qu'on se dit qu'au niveau physiologique, c'est peut-être le seul endroit où il y a vraiment quelque chose qui nous différencie complètement, les 3 autres dimensions peuvent être travaillées, et quelquefois ça demande du temps, mais elles peuvent être travaillées. Mais une fois qu'on a dit ça, je pense que c'est important aussi qu'on pose autre chose, et je vais vous le poser rapidement. Si tu es d'accord, Nicole, ou tu peux intervenir si tu veux m'interrompre. On t'écoute, on est avec toi. Tu m'arrêtes parce que tu sais que je suis passionnée, du coup, je peux faire des longues… Ce qui me paraît important, c'est, puisque on a parlé du sociétal, du politique et autres, c'est la construction identitaire. Si on regarde la construction identitaire de tous les individus, eh ben, on va arriver chacun au monde, hein, ça c'est la Gestalt, c'est un corpus théorique de certaines formes de thérapie qui nous donne ça, mais on va arriver avec une forme de bios. Qu'on soit homme ou femme, on va avoir par exemple une certaine résistance à la douleur. Mais qu'on soit homme ou femme, on arrive à la naissance avec un taux de résistance à la douleur qui va nous être donné dans notre logiciel dès le départ. Or, on voit bien qu'en termes de valeur, très souvent, je m'excuse, hein, je vais donner des exemples un peu caricaturaux et extrêmes, mais c'est juste pour qu'ils puissent être parlants. Mais le nombre de fois où j'ai entendu des mamans dans les accompagnements que j'ai pu faire en thérapie dire mon fils c'est une chochotte, je ne comprends pas, dès qu'on touche il a mal, c'est un homme, il devrait être un petit peu plus droit. Donc, vous voyez, ce genre de propos partent de beaucoup de méconnaissances. Ça veut dire que dans nos systèmes de regard sur l'homme, il devrait y avoir quelque chose du courage, de la position, de ne pas avoir mal, d'être résistant à la douleur. Or, la résistance à la douleur, elle nous est donnée dans le logiciel de départ. Ce qui veut dire qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui ont une très haute résistance à la douleur et autant de femmes que d'hommes qui ont une basse résistance à la douleur. Ce n'est pas une donnée qu'on peut genrer. Elle n'est pas liée au genre. Donc là, ça nous demande à nous, femmes, mères, hommes, pères, de pouvoir bouger en se disant, ben, tiens, ce n'est pas une donnée de départ, la résistance à la douleur. Il y en a d'autres, par exemple, la capacité à persévérer, à rester longtemps motivé en gardant un cap et un objectif. Il y a des gens qui arrivent avec un taux de persévérance très élevé, d'autres non. C'est-à-dire qu'à la moindre difficulté, ils vont avoir une tendance à baisser les bras. Alors, bien sûr, tout ça n'est pas des fatalités, puisque quand on n'a pas la persévérance dans le logiciel de départ, on va pouvoir développer des capacités de continuer de se déployer à travers notamment la notion de plaisir. Mais ça, ce n'est pas le sujet du jour. Et puis, on va être plus ou moins sensible à la récompense, plus ou moins sensible à la punition. Tout ça va nous donner une couleur de départ qui va venir se mélanger au sociétal, qui va venir se mélanger à notre culture et à notre famille, et ça va nous donner vraiment des choses sur lesquelles, vous imaginez, on parle des premiers jours de notre vie, et donc ça remonte à très loin. Ensuite, une fois qu'on a regardé ce BIOS, c'est important qu'on regarde, tout le monde parle de la théorie de l'attachement aujourd'hui. On sait que notre sécurité intérieure va dépendre de notre lien de sécurité qu'on a eu à la naissance. Donc, on voit que les femmes prennent moins de risques en tant qu'entrepreneurs. On voit que les femmes demandent moins facilement des augmentations. Moi, j'ai accompagné des femmes en coaching sur la question de l'argent. J'avais un groupe à Marseille, j'avais créé un groupe de femmes, une forme d'espace de sororité pour parler d'argent plus facilement. Mais parler d'argent, ça touche à l'enjeu de l'estime de soi. Moi, ma place, ma valeur, combien je vaux,
combien je mérite. Et puis, ça touche à la sécurité. Avoir de l'argent, c'est la sécurité. Et les femmes, sociétalement, ont été associées à la sécurité, c'est-à-dire la bonne gestionnaire, le bon père de famille. Vous voyez, toutes ces petites phrases qu'on va donner vont conditionner le cadre. Et donc, notre sécurité de base, celle qu'on a eue au départ, et l'estime de soi, c'est-à-dire le regard qu'on porte sur nous-mêmes. Parce que la relation qu'on a aux hommes, aux femmes, aux autres, à l'entreprise, va être aussi déterminée par le regard qu'on pose nous-mêmes sur nous. Est-ce que mon regard sur moi est limité? Est-ce que j'entends souvent dire « Ah ben moi, je suis humble, j'aime pas me mettre en avant ». Et la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que c'est de l'humilité ou est-ce que c'est du manque de confiance en soi et de la difficulté à s'affirmer? Des fois, c'est dans des mouchoirs de poche. Donc, du coup, pour revenir sur le sujet, une fois qu'on a regardé notre logiciel de départ, un peu le BIOS, une fois qu'on a regardé comment, et ce que nous raconte Aurore, ça veut dire bien sûr qu'un enfant, que ce soit une fille ou un garçon, qui a été victime de violences physiques, verbales, qui a eu des manquements, qui n'a pas totalement été dans un environnement porteur au niveau de la sécurité de départ, ben, va pas avoir la même réaction face à la vie. Et bien évidemment, si j'ai un logiciel résistance à la douleur, persévérance et sensibilité à la récompense, je vais déployer des moyens de fou pour faire quelque chose de ça et devenir avocate à la défense des droits des familles. Parce que dans mon ADN, j'ai eu des trucs qui sont venus donner ça. Mais si j'ai l'autre logiciel, peut-être que ça va m'amener à me mettre en retrait et avoir plus une posture de subir la vie. On le voit dans la psychologie des victimes. La psychologie des victimes, c'est aussi remettre la force, les moyens, la capacité, reprendre les commandes de sa vie. Et ça, c'est un travail de soutien psychologique qui prend du temps. Je ferme la parenthèse, Nicole, je te redonne le livre pour que tu me reguides. Non, mais simplement, alors cette description multidimensionnelle, elle est passionnante. On pourrait y passer encore des heures, mais on voit bien ce qui se joue au final entre cette différence qu'on voudrait mettre en avant aujourd'hui, ou pas d'ailleurs, entre le management au féminin ou au masculin, et la place des femmes et l'autorisation qu'on se donne, etc. C'est ce qui fait peut-être qu'il y a encore des croyances, des résistances, des empêchements, de la retenue de notre part, des autorisations qu'on ne se donne pas, parce que dans toute cette description, il y aurait des références dont on n'est pas complètement consciente et qui font qu'on laisse encore l'homme, comme tu le disais, Aurore, si on accède à des postes de responsabilité et à un engagement sur des hautes fonctions, c'est parce que quelque part, les hommes ont consenti à ce que le chemin se fasse. Voilà. On ne va peut-être pas s'affirmer, assumer cette position. Et pour les confrères qui ont le plaisir de nous écouter aujourd'hui, et que je remercie encore, est-ce qu'on est tous, les uns et les autres, bien conscients de ce qui se joue dans nos chemins d'association, de partage d'espaces professionnels, et comment voilà, on peut clarifier un peu plus ce sujet, même si tu en as déjà fait une grande partie, et merci. Oui, peut-être donner cet éclairage. C'est-à-dire que la question, c'est quelles sont les zones d'influence. On parle de 3 zones d'influence. La première zone d'influence, celle où j'ai 100% de marge de manœuvre, celle où je vais pouvoir prendre mon pouvoir, ma place, agir à 100%, c'est moi. Donc, ce que j'ai envie de dire à toutes les personnes qui sont là, c'est là où on peut agir d'abord, c'est à l'intérieur de soi. C'est sur notre regard sur nous-mêmes, nos propres freins, notre propre regard sur la place de la femme, la place du manager, ma propre place et comment moi-même, je peux déjà enlever des verrous. Et je ne dis pas que c'est facile, hein, parce que ça demande vraiment un travail d'introspection, mais en même temps, c'est l'endroit où c'est le plus facile d'agir, même si ça reste du boulot. Donc, c'est première zone d'influence. Je crois que pas un seul homme se lève le matin en se disant ben, « Tiens, aujourd'hui, je vais discriminer une femme ». J'en ai pas vu beaucoup, enfin, je le crois pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont de très, très bonnes intentions, mais qui, du coup, sont eux aussi activés par leur propre schéma, qui ne sont pas toujours conscients. Donc, réfléchir d'abord à soi, lever ses propres verrous en tant qu'homme ou en tant que femme, et se demander qu'est-ce que je peux faire déjà à mon niveau en termes de confiance, de regard, de sécurité, ouvrir des nouvelles, tu sais que j'aime bien les neurosciences, mais ouvrir des nouvelles routes neuronales, avoir de la plasticité cérébrale, s'autoriser à aller dans des endroits où je n'ai jamais osé aller, avoir de l'audace, dépasser nos limites, peut-être que ça, c'est la première zone où je peux agir. La deuxième zone,
là, j'ai encore des marges de manœuvre. C'est la zone de la relation. C'est-à-dire que dans les relations que j'ai avec les femmes, avec les hommes, avec les collaborateurs, avec les dirigeants, j'ai 50% de marge de manœuvre, puisque je peux changer ma façon d'agir, je peux changer 50% de la relation. Donc, la zone 1, c'est moi. La zone 2, c'est mes relations avec les interlocuteurs et de regarder comment je peux agir. Tu sais que mon cheval de bataille, c'est réempouvoirer. Donc, reprendre le pouvoir sur soi, se redonner des marges de manœuvre, se remettre en lead, c'est déjà agir sur soi, agir sur nos relations. Et la troisième zone, et celle où agit merveilleusement bien Aurore, c'est celle où, du coup, l'énergie injectée va être énorme par rapport à des résultats qui ne vont pas toujours être garantis. C'est-à-dire que c'est le légal, c'est les écosystèmes, c'est le sociétal, c'est l'entreprise. Mais déjà, si j'arrive à bouger à mon niveau, à bouger dans mes relations, ben évidemment, par effet systémique, tout le reste va bouger. Les femmes qui arrivent, et ça, c'est un défi, et les hommes qui arrivent, et ça c'est un défi, à manager en restant eux-mêmes, la première grande qualité pour moi du manager, c'est d'être un manager avec qui on est nous-mêmes. C'est-à-dire de rester loyal, fidèle à nos valeurs, à notre identité et tout ça. Et donc, ça demande vraiment de l'authenticité, de l'ouverture à qui on est vraiment. Et ça, tu vois, je vois beaucoup de femmes managers qui veulent rentrer dans un modèle de qu'est-ce que c'est qu'être une femme manager, entrepreneur ou leader, et du coup, elles se coupent de leurs émotions, de leur sensibilité pour être quelqu'un qui tranche de manière décisive et froide. Il faut avoir du sang-froid. Je dis oui, c'est important d'avoir du sang-froid, mais ça ne veut pas dire se couper de ses émotions parce qu'elles nous sont utiles dans plein de domaines, sur le relationnel, sur l'empathie, sur la capacité à créer de la passion. Là, on est dans le domaine de l'émotionnel. Et je vois plein d'hommes avec des sensibilités extraordinaires, beaucoup d'émotionnels, qui ne s'autorisent pas à utiliser cette part d'eux parce que, soi-disant, il faudrait être beaucoup plus rationnel, beaucoup plus carré, beaucoup plus distancié. Et donc, peut-être que le travail de dire, dans les qualités managériales, la communication, c'est quelque chose de chaleureux, de chaud, et bien sûr, la décision va demander de la réactivité, du sang-froid, de poser des limites, mais les deux vont pouvoir être déployés. Et on pourrait dire qu'il y a un management au féminin parce que les femmes s'autorisent plus facilement par le regard qu'elles posent sur elles-mêmes, le sociétal et autres, l'écoute, l'ouverture, l'hystérie. Des fois, on parle de femmes hystériques. Ah oui. Évidemment, l'ouverture à l'émotionnel ne filtre pas la nature des émotions qui passent. Et oui. Donc, bien sûr, si je suis ouverte à mes émotions, je vais avoir quelque chose de très chaleureux, de très solaire. La contrepartie, c'est que ça va être très foudroyant à des moments pour certains aussi. Donc, c'est d'accepter que… Vas-y, je t'en prie. Ça, c'est quelque chose… Les mots sont importants, je voudrais juste intervenir, mais les mots sont très importants parce que tu as dit deux choses. D'abord, l'hystérie, c'est très péjoratif, mais c'est vrai que c'est un mot que l'on retrouve très, très souvent. On est énergique, voilà, mais on n'est pas hystérique. Donc ça, l'emploi des mots est très, très important. Et c'est tellement important que le législateur intervient aussi pour modifier. La notion de bon père de famille n'existe plus depuis maintenant une dizaine d'années. Notamment, on l'a retrouvé beaucoup dans les baux. Dans les baux maintenant, on jouissait en bon père de famille. Ben maintenant, on jouit paisiblement du bien loué. Et tous ces mots-là qu'on modifie, que le législateur vient modifier, c'est important aussi parce qu'il y avait un regard péjoratif qui était posé sur des attitudes de femmes, de la société, bien sûr. Je te rejoins, homme ou femme, hein, quand alors je disais qu'on était les premières à se tirer une balle dans le pied, il n'y a pas de solidarité féminine, bien évidemment, c'est important. Voilà, je ferme la parenthèse. Merci. Et c'était important que tu puisses intervenir quand tu as envie. Je trouve que nos regards sont tellement complémentaires que c'est joyeux. Nicole. Et là, je partage quelque chose de plus personnel. C'est que dès qu'une femme, en tout cas, je le dis pour moi, dès que je suis en opposition et que donc je vais partir dans ma partie la plus masculine, dans le yang, hein, donc puisqu'on est fait des deux, et bien souvent, on va être qualifié de carrément hors sol, d'hystérique, en dehors de tout contrôle, etc. Parce qu'on n'attend pas chez une femme un lead très affirmé ou quelque chose, un positionnement qui soit extrêmement ferme et solide. On l'attend chez un homme et presque on viendrait nous amputer de notre part de féminité. C'est ce qui, quelque part, m'a le plus vexée, voilà, dans les dernières expériences que j'ai eues à vivre là-dessus.
Donc, en quoi je serai moins féminine parce que je m'aligne et que je suis extrêmement voilà, à camper sur quelque chose qui a du sens pour moi. Oui, on voit bien du coup là comment la construction de l'image de qu'est-ce que c'est qu'une femme, comment elle devrait se comporter, qu'est-ce que c'est qu'un homme, comment il devrait se comporter. Quelquefois, moi j'ai entendu, ah ben non, on peut pas le promouvoir à un poste de manager, il est trop sensible. Donc c'est de regarder comment dans les deux cas, en fait, on stigmatise, et merci de tes réactions par rapport à l'hystérie des femmes. Je racontais à Nicole et je m'autorise à faire cette parenthèse qu'à une époque, les femmes hystériques étaient masturbées pour être calmée. Donc, on voit bien que c'est d'un autre siècle, que c'est d'un autre temps, que c'est d'une autre époque et que la psychologie, à un moment donné, elle évolue et que nous évoluons avec. Et si on regarde les qualités managériales, qu'on les prend dans leur ensemble, cette question de la régulation émotionnelle, elle est vraie dans les deux sens. Ça veut dire qu'être ouvert à ses émotions, c'est important, nous sommes des humains. Et de toute façon, accompagner le changement, c'est accompagner le stress. Le stress est dans le domaine de la peur est une émotion. Fêter nos victoires, nos réussites, c'est de la joie, c'est de l'émotionnel. Faire des deuils, accompagner des transitions, ça veut dire renoncer à une certaine culture d'entreprise pour aller vers une autre, c'est faire un deuil. Ça va générer de la colère, ça va générer de la tristesse, parce que faire un deuil, ça demande. Et donc, du coup, l'émotion est présente en permanence. Et en tenir compte et apprendre à les réguler, c'est-à-dire à les accueillir plutôt que de se couper et d'être froid et totalement autoritaire et faire des choses qui paraissent quelquefois inhumaines parce qu'on est totalement dissocié, ou se mettre à avoir des réactions disproportionnées, d'hurler, qu'on soit femme et homme. Vous voyez, je refais quelque chose de très global. C'est pas OK non plus, mais c'est de la compétence. Et la compétence de réguler ses émotions, c'est une compétence en part entière qui s'apprend, qui se travaille. C'est-à-dire comment je peux rester humain et en même temps, tu parlais de tolérance à la frustration, c'est ça. En prenant un peu de recul, de sang-froid, réguler son émotion, c'est attendre qu'elle redescende pour retrouver. Parce que quand on est dans quelque chose de très activé émotionnellement, c'est nos petits cerveaux très archaïques qui sont aux commandes. Donc, on n'a pas tout notre potentiel pour pouvoir réfléchir. C'est le reptilien qui est en mode survie. Lui, il voit rouge et il n'a pas une gamme de comportements qui est très, très, très importante et très élaborée. Donc, on va tomber dans des choses hyper archaïques. Donc, du coup, juste pour préciser ça, personnellement, je crois qu'il y a des managements au féminin et au masculin, oui, mais du fait des stéréotypes sociétaux, des constructions psychologiques, de comment la société elle évolue. Et merci pour toutes les précisions que tu as données sur comment le vocabulaire accompagne les changements culturels. Et de l'autre côté, ce en quoi je crois fort, c'est reprendre notre pouvoir d'agir en zone 1 et en zone 2 pour faire en sorte que nous-mêmes, individuellement, on se transforme, qu'on change notre regard sur nous-mêmes, qu'on se pose la question plutôt que de subir les stéréotypes sociétaux de qui j'ai envie d'être comme manager, qui j'ai envie d'être comme dirigeant, qui j'ai envie d'être comme femme, comme homme, comme dirigeant ou comme leader. Et à partir de là, d'avoir une ligne de conduite et un cadre qu'on se donne et de s'autoriser à être soi dans ce cadre-là. Et avec tout ce qu'on a abordé qui va venir influer, prendre conscience de nos qualités, de notre bios, de notre construction psychologique, de, dans ma famille, quel était le rôle de la femme, de l'homme et de l'interaction entre les deux. Et vous voyez, par exemple, pour investir, prendre des risques, développer, oser demander des augmentations et autres favorables à la sécurité intérieure. Et on le voit, je vous donne cette donnée qu'on voit beaucoup en psychologie, que beaucoup d'hommes ont cette sécurité grâce à une femme très sécurisante. Il y a beaucoup d'hommes qui réussissent bien parce qu'ils ont dans leur couple une femme qui va amener tellement de sécurité qu'eux vont pouvoir prendre du risque. Eh bien, autorisons-nous la même chose. Et tu disais tout à l'heure avec l'exemple de ton fils, ça veut dire qu'on peut aussi nous appuyer sur nos hommes pour qu'à des moments donnés, ils nous offrent cette sécurité et qu'on puisse s'autoriser de l'audace, sortir de nos limites et être aussi des femmes telles qu'on le rêverait d'être. Donc, prenons nos places avec les hommes, ensemble et dans quelque chose qui laisse de l'espace pour chacun. C'est avec ça que moi j'ai envie de conclure un peu cette séquence. Eh bien, merci, merci Malika. Donc, il est tout à fait possible d'avoir un management assumé, aligné, que l'on soit homme ou femme. Et merci de la place que vous avez fait toutes les deux au masculin. Merci à nos confrères qui ont aussi été là pour écouter tous ces propos. Donc, c'était notre façon à nous de célébrer le droit des femmes, de mettre en avant notre capacité, notre pleine possibilité à aller de l'avant, libre, en assumant ces différences physiologiques et en prenant notre place sur tous les autres aspects, toutes les autres fonctions de pilotage de nos cabinets. Et on aura l'occasion de revenir sur ces thématiques, notamment l'argent,
qui est un sujet qui revient et quelle estime de soi on a et quelles sont les conséquences extrêmement impactantes dans nos relations aux autres, parce qu'il est vraiment question de ça. On l'a bien entendu dans ton témoignage, Malika, et dans ce que Aurore disait. Donc, c'est vraiment un problème de comportement, en tout cas une intention forte à poser dans notre comportement pour s'auto-proclamer manager et assumer le relief de ce management et les différences, parce que mon management ne sera pas le vôtre et que les pièces de puzzle s'assemblent pour un paysage professionnel apaisé, heureux, pour accompagner tous les changements. Et là, je le dis, Malika sera avec nous au congrès donc du Touquet pour vraiment rentrer très, très en détail sur la conduite du changement et cette transition numérique qui occupe une place phénoménale dans nos cabinets où nous vivons des résistances intérieures et des résistances de la part de nos clients, puisqu'il va falloir faire le deuil d'un modèle. Et là, il est vraiment question de ça, ce deuil, donc les éléments de langage, comment communiquer sur tout ça et comment embarquer clients et collaborateurs. Donc, un grand merci. Merci Aurore pour ton témoignage profond, touchant, authentique. Merci Malika pour pour toute ta bienveillance et toutes les clés que tu nous as données. Et merci à tous les participantes et les participants. Vous avez un fil d'actualité, un fil de communication plutôt pour nous poser quelques questions. Je ne sais pas si vous voulez poser des questions. On est à votre disposition encore quelques minutes. Donc, n'hésitez pas. A priori. Non, j'ai plutôt des au revoir qui arrivent. Oui. Hein, il n'y aurait pas de questions particulières. Eh bien, merci encore à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne période fiscale, bon courage, trouver de l'énergie, trouver des ressources pour traverser encore cette période. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres rendez-vous. Et merci d'avoir été là pour la première édition de ECF au féminin. Merci, bonne journée à tous. Merci. Merci. Au revoir et tous.